Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire du vendredi. Une nouvelle fois sur la facture électronique, comment aborder les 42 cas d'usage. Je suis Florent Rojon, responsable commercial chez DocuWare. Je suis accompagné de mon collègue Albéric. Salut Albéric. Salut Florent, bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Effectivement, ça devient un peu une habitude. Tous les vendredis, on parle facture électronique avec vous, mais c'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va parler cas d'usage. Alors, on va pas traiter les 42 parce que vous avez toujours plein d'interrogations, de questions. On vous en remercie. Donc, on va en traiter qu'une dizaine. Notre agenda dans l'heure qui arrive, c'est de revenir sur vos obligations de la RFE. Donc, pour ceux qui nous suivent, on va faire un peu plus rapide. Le thème du jour, c'est les cas d'usage, les 10 premiers, qu'on va essayer de décortiquer et montrer là où DocuWare apporte de la valeur tout de suite d'un point de vue conformité. Et puis après, avec l'extension sur ces cas d'usage qu'on peut vous apporter, là, on peut vous aider. Pour matérialiser ça, on fera une démo d'un cas d'usage, le numéro 11, quand on a des tiers, pour matérialiser un peu tout notre discours. Et puis, on rappellera effectivement notre offre. Et puis, entre chaque sujet, on répondra à vos questions. Peut-être qu'on n'arrivera pas à tout traiter, mais si on n'a pas le temps, comme toujours, vous pouvez nous contacter. Et puis, s'il y a des sujets techniques, si on est trop rapide ou autre, il y a toute la partie d'aide de WebIKEO. N'hésitez pas à contacter le support technique ou à nous poser les questions dans cette zone. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il est 10h31, et c'est parti. Allez, c'est parti, je te laisse la main. Alors, on pourrait peut-être même faire un quiz maintenant sur cette partie-là, mais l'agenda n'a pas changé. C'est toujours à partir de cette date que vos obligations vont arriver. En réception, effectivement, tout le monde au 1er septembre 2026. Je suis une grande entreprise moyenne avec les critères indiqués ici. Eh bien, l'émission, l'envoi de mes factures clients démarre aussi au 1er septembre 2026. Pour les autres qui sont sur la partie PME et TPE, eh bien, l'émission arrivera au 1er septembre 2027. Ceci n'a pas changé et ne changera pas. Ensuite, eh bien, effectivement, on a un nouvel acteur qui est important, c'est l'annuaire. L'annuaire qui est stocké dans le portail public de facturation, un acronyme qu'on connaît maintenant depuis un certain temps, le fameux PPF. Ce PPF, eh bien, c'est un peu la poste d'aujourd'hui avec la facture électronique, parce qu'il a un annuaire dans lequel eh bien, chaque assujetti à la TVA et domicilié en France va devoir s'identifier, se domicilier avec des adresses de facturation électronique. On pourra en avoir plusieurs, je vais y revenir. Donc, c'est le point central de cette réforme, très important. Et à droite, eh bien, ça va être le concentrateur de données. Quand on va parler d'envoi de facture, de statut de paiement, d'envoi ou de réception d'avoir, ce système va être informé, va collecter toute cette information. Donc, il y a une partie qui va être complètement transparente pour vous, mais le PPF, pour votre information, a un rôle important sur la plateforme technique des échanges. Alors, on parle d'adresse de facturation électronique. Ce maillage, comme on dit, eh bien, à minima, il est constitué du SIREN. D'accord? Et c'est ce qu'on recommande chez DocuWare, c'est qu'à minima, eh bien, pour votre adresse de facturation électronique, que vous soyez une seule entité, vous avez un SIREN, eh bien, vous allez déclarer votre SIREN comme boîte d'adresse de facturation électronique, pardon. Si vous avez d'autres entités avec d'autres numéros de sirène, eh bien, vous allez pouvoir les déclarer. Il n'y a pas de souci. On recommande vraiment, ça c'est vraiment pour aller inscrire votre entreprise en termes de réception des factures, votre boîte aux lettres, sur la réception des factures fournisseurs, je parle. Donc, on recommande de commencer simple. Ensuite, c'est vrai que l'annuaire propose d'autres sujets, d'autres possibilités. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des maillages. On va mettre le sirène slash le siret. Le siret, c'est souvent le site. Donc, si on a plusieurs sites, ça nous permet d'avoir des adresses de facturation électronique dédiées. Donc, d'aller un peu plus finement, comme si on allait répertorier toutes mes adresses postales. C'est bien. Après, moi, je dis qu'on peut aussi rajouter d'autres informations avec des codes routage de services juridiques, mes frais généraux, mes frais de marchandises, mes frais
Ce code routage peut être récupéré à nouveau dans la compta, ou des autres informations liées à des suffixes pour des plateformes agréées supplémentaires, le service PDP, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais soyez bien conscient que plus vous allez rajouter de mailles, plus vous allez avoir d'adresses de facturation électronique, plus vos fournisseurs, quand vous allez passer des bons de commande à vos fournisseurs, il va falloir être précis, parce que derrière, on le sait aujourd'hui, rien qu'avec les adresses mail, on a des problèmes de diffusion. Alors, si demain, on démultiplie les adresses de réception comme il est possible avec le PPF, je vous laisse imaginer le nombre d'erreurs. Et si on se trompe, si votre fournisseur se trompe d'adresse de facturation par rapport à un maillage, c'est rejeté et on verra, il doit refaire une soumission. Donc, l'adresse de facturation électronique, c'est très important, c'est clair. Nous, on l'aborde dans un sujet, on le verra tout à l'heure. On préconise le sirène. Et derrière cette redirection des flux dans votre organisation, la DocuWare a un système de workflow et c'est lui qui va prendre en charge tout ce maillage. Donc avec nous aujourd'hui, on le redit, à minima, votre adresse de facturation électronique, si on collabore ensemble, c'est que le sirène. Et à ce niveau-là, pour la réception des factures fournisseurs, tout se passera très bien. Si je traduis, Florent, pour une question qui nous est souvent posée en avant-vente, finalement, est-ce que demain, moi, en tant qu'entreprise qui va émettre une facture, est-ce que je dois connaître quelle est la PA utilisée par mon client? Bah non, c'est l'adresse de facturation électronique que vous devez connaître. Et là, c'est vrai que c'est un deuxième cas d'usage et c'est notre réponse, c'est de dire cette réforme, c'est avant tout mise à jour de vos référentiels. Et une information effectivement à mettre à jour, c'est garder peut-être l'adresse mail électronique le temps effectivement du passage, c'est bien, mais créer un nouveau champ adresse de facturation électronique PA, c'est mieux. Et c'est là, dans votre fiche client, que vous allez indiquer l'adresse de facturation électronique par rapport aux différentes options qu'on a à l'écran. Et ça, pour collecter cette information sur les nouveaux clients, mettons en place des formulaires intelligents de collecte d'informations. On voit que c'est très important de bien connaître son client, de bien connaître les informations de paiement ou les contacts. Et là, DocuWare propose des formulaires web agiles qui peuvent être traités en automatique. Et sur les bases existantes, on peut aussi lancer des campagnes pour que les gens mettent à jour leurs informations s'ils ont déjà défini leur maillage. Si ce n'est pas le cas, c'est des campagnes qu'on va pouvoir lancer un peu tous les mois et nous permettre au fil de l'eau d'avoir une base propre en autonomie et de mieux connaître aussi son client. Donc, c'est un peu notre réponse. On le verra avec des formulaires, pas aujourd'hui, mais ça sera le thème d'un webinaire aussi. Comment bien sécuriser l'onboarding client, enregistrer tous les documents et les données de mes clients. On vous prépare une année 2026 sur les chapeaux de roue. On y est déjà. On est chaud, on y est déjà. Les termes, facture PDF, papier, on oublie. On prend l'anglicisme de e-invoicing, des formats structurés. Vous imaginez un fichier Excel où tout le monde a écrit les mêmes lignes et les mêmes colonnes en mettant les informations au même endroit. C'est le but de cette réforme, avoir des formats uniformes. Donc, le e-invoicing, c'est ça. C'est les entêtes, les pieds de page, le ligne à ligne et d'autres informations qui sont dans des nouveaux formats, UBL, C2I, FactureX, interprétable par une machine avec des lisibles comme le FactureX ou le BL quand il y a une visionneuse qui permet à l'humain de voir la même chose. Donc, l'invoicing, c'est tout simplement un fichier Excel structuré. Tout le monde respecte cette structuration. Le invoicing concerne les entreprises soumises à TVA domiciliées en France pour l'instant, par rapport à notre réforme de la facture électronique française. Quand je facture un particulier, quand je facture un client en Europe, quand je facture un client hors Europe, aux États-Unis ou en Chine, là, je continue d'envoyer des PDF ou des factures papier. Par contre, tout le contenu de ma facture, je dois l'envoyer dans un autre mode, un autre format, le e-reporting, et c'est l'APA qui se charge de ça, cette conformité pour transmettre les données de ces deux types de factures à l'administration. Voilà, on va pouvoir passer. S'il y a d'autres questions, on y reviendra, mais c'est le sujet assez régulier sur ces nouveaux termes et ces nouveaux formats. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, hein. Le référentiel, j'en ai déjà abordé sur la partie annuaire, mais c'est votre rôle de générer des factures, et on va en parler aujourd'hui, sur des flux standards ou
des cas d'usage avec un peu plus de données. Donc ça, c'est à vous de mettre à jour les fiches clients, de mettre à jour les fiches fournisseurs, de mettre à jour effectivement les articles avec tous les taux de TVA, d'être sûr que par rapport à mon flux de facturation et à mes obligations en termes de cas d'usage, eh bien, j'ai toutes les données qui sont dans mon système comptable, dans mon ERP. Et des fois, c'est des informations par rapport à une adresse de livraison qui va être différente de mon adresse de facturation, que je collecte dès le moment où je fais le devis ou la commande, donc dès la gestion commerciale, et pas uniquement à la compta quand j'appuie sur le bouton facture. On va pouvoir vous aider à collecter la donnée, à la contrôler en tant que PA, mais DocuWare peut effectivement être un assistant, une aide en amont du process ou après. Par contre, le cœur du sujet sur vos référentiels de facturation, ce n'est pas dans DocuWare, c'est dans votre outil comptable ou dans votre outil ERP. Et ça, bien sûr, à chaque fois, on le dit, vous avez commencé à traiter le sujet, vous avez commencé à mettre à jour les bases ou à mettre à jour l'ERP pour permettre d'avoir les nouveaux champs. Et donc, derrière, vous êtes là pour choisir votre PA, mais tout ce travail doit être fait effectivement en amont pour que votre projet se passe correctement. C'est souvent la question, là aussi, je reviens sur l'avant-vente, qui nous sont souvent posées. Est-ce que vous avez une baguette magique pour transformer mon PDF qui sort aujourd'hui de mon outil dans un des 3 formats de facture électronique? En fait, la conversion en 2025, même en 2026, puisqu'on y est presque, soyons clairs, c'est pas un sujet. Convertir un fichier d'un format A en format B, n'importe quel outil du marché sait faire. C'est pas un problème. Par contre, là où on veut insister, c'est qu'on va pas, de par la baguette magique, inventer des données. Et comme il y a beaucoup plus de données exigées dans un format de facture électronique qu'il n'en existe aujourd'hui dans un format PDF classique qu'on retrouve chez la plupart des clients, entre les deux, la baguette magique, encore une fois, elle perd un peu de sa magie. Elle s'est transformée, mais il faudra quand même que vous nous fournissiez des données, d'où l'importance de ce contrôle de cohérence et de cet enrichissement des bases de votre côté, qui est de votre responsabilité en tant que client, émetteur d'une facture, pour cette partie-là. Donc, ce n'aura rien de gratuit. Il y a un peu de temps à passer, à minima, de votre côté. Exactement. Donc, on le redit à chaque fois, mais c'est notre rôle de conseil aussi, surtout sur des choses qu'on ne maîtrise pas, qui n'est pas dans notre périmètre. Donc, effectivement, pour cette réforme, la diffusion, le contrôle des factures est délégué à des plateformes agréées qui respectent un cahier des charges de la DGFiP. Donc, il est important de dialoguer dans votre projet, même si on n'avance pas ensemble, mais avec des prestataires qui sont identifiés sur la liste. Ça paraît, voilà, c'est du bon sens, ce qu'on précise. Cette liste, elle est en train de bouger là, en fin de l'année, et encore plus début d'année. Côté DocuWare, nous, on a fait nos tests d'interopérabilité avec l'annuaire, d'envoyer une facture, de recevoir une facture. Donc tout ça est validé. On a fait les tests avec effectivement d'autres plateformes agréées pour valider l'interopérabilité, comme on le dit. Donc aujourd'hui, il y a 8 PA qui ont eu leur dossier de validé. Nous, on est dans la deuxième vague. Là, on est dans les 15 qui ont finalisé l'interopérabilité PA. Donc, on a le dossier de complet sur le bureau de la DGFiP. Et un peu comme quand on dépose un permis de construire, on attend que le dossier soit ouvert et qu'ils nous mettent le coup de tampon. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 36 de ces PA là, que vous voyez avec les jolis logos. Ils n'ont rien commencé en termes de connexion au PPF. Enfin, ils sont en train de se connecter à l'annuaire, le fameux annuaire 36. Et on a 67. Ils sont peut-être déjà partis en vacances ou autre, mais ils n'ont rien commencé. Donc l'état du marché. Peut-être en janvier, c'est ça, pour finaliser les tests, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et il y a de moins en moins de temps quand même, parce qu'à un moment, la DGFiP au 14 janvier va tout fermer. Donc, il y a beaucoup de noms ici. Et on verra début janvier sur ce qui reste. En tout cas, pour DocuWare, tous les tests se sont très bien passés. Tous les retours des tests sont positifs. On a un dossier administratif qui est complet et validé de notre côté. Maintenant, effectivement, on n'était pas dans la première vague. Pourquoi? Parce que DocuWare construit sur 2026 une plateforme européenne.
dans notre plateforme de e-invoicing, on a la Belgique, on a la France, on a l'Espagne, on a l'Italie, on a la Pologne et on a l'Allemagne. Donc DocuWare s'est engagé sur 2026 avec plusieurs équipes à couvrir 6 pays. Et donc, effectivement, on n'était pas les premiers, mais on le verra en termes de nombre de clients et de projets en interopérabilité au niveau Europe, comment on finit. Mais voilà pourquoi on ne s'est pas lancé tout de suite dans la bataille, parce qu'en tant qu'éditeur européen, on a un engagement de couvrir 6 pays sur fin 2026. Et donc, la France est une priorité. C'est pour ça que le dossier a été finalisé que sur décembre, mais on est confiant sur notre plateforme et on va y arriver, il n'y a aucun problème. Le sujet du jour, comment éviter les pièges par rapport à ces fameux cas d'usage. Alors, au démarrage de la réforme 36, expliqué par les ateliers de l'AFNOR, la IFE, porté à 42 il y a peu, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont jugé que 36 ne suffisait pas dans la simplicité française d'envoi d'un document facture d'une société A vers la société B. Donc aujourd'hui, il y en a 42. Évidemment, quand en espace de 3 quarts d'heure, on n'a pas le temps de traiter les 42, mais l'idée, c'était, on en a pris une dizaine, pas forcément les 10 premiers, mais une dizaine qui nous paraissaient, nous, les plus majeurs. Et on vous invite à continuer de nous suivre en 2026 parce qu'on va, au fur et à mesure des mois passants, revenir sur des sujets de réforme de la facture avec d'autres cas d'usage qui seront expliqués, décortiqués, décryptés pour que vous puissiez les comprendre le plus simplement possible. Un premier qui va toucher une grosse majorité des entreprises, c'est le traitement du cas numéro 1, c'est-à-dire j'ai une facture qui se réfère à du multicommande ou du multilivraison. Alors ça peut être du monocommande multilivraison, multicommande monolivraison, monofacture. Enfin, voilà, on le tourne avec autant de variables que l'on souhaite. L'idée ici, c'est juste de matérialiser qu'une société qui va vendre une prestation va devoir, quand elle va envoyer à son client, donc la société acheteur du service ou du bien, sa facture, eh bien, si elle veut préciser sur cette facture qu'elle fait référence à de multiples commandes, il va falloir exploiter des champs dans la facture, donc le fameux tableau Excel qu'évoquait Florent tout à l'heure, des colonnes particulières qui sont des colonnes propres à la France. Quand elles ont donc le format Extended, EXT, c'est des colonnes propres à la réforme française qu'on ne retrouvera pas forcément au niveau européen ou international, mais qui permettent de traiter des cas d'usage et de la complexité française qu'on peut retrouver. Comme vous le voyez, on vous a listé les champs qui, à date, encore une fois, quand on vous parle, c'est toujours à l'heure où on vous parle. La loi évolue et les spécifications évoluant quand même de manière très rapide maintenant pour arriver à la cible de 2026. Il se peut que ces champs bougent légèrement pour le début de l'année. En tout cas, vous avez des champs majeurs ici qui sont exposés et qui vous permettent tout de suite de regarder, est-ce que dans mon ERP, si je suis dans ce scénario-là, est-ce que je suis en capacité de remplir ces champs avec ces informations, à savoir de mettre un numéro de commande au niveau de la ligne article. Pas forcément de manière concaténée comme on fait aujourd'hui en haut d'un PDF. Demain, c'est dans le fameux tableau, dans le fameux format de fichier électronique, au niveau de la ligne que je devrais spécifier pour quelle commande se rapporte cet article-là, si je veux faire du multicommande sur une même facture. Et donc, du coup, on vous a mis également la cible, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, ça c'est ce qu'offre le format et la réforme, et puis il y a l'exigibilité, c'est ce que va contraindre l'État. Et donc là, vous le voyez ici, sur ce contrat, sur cette exigibilité, ça sera que pour 2027. Donc ça veut dire qu'on peut commencer à faire de la facture électronique pour l'émission, pour ceux qui sont concernés à partir de septembre 2026. Mais pour autant, si je veux traiter ce cas du multicommande, il va falloir que je remplisse les champs et je ne serai pas obligé de les remplir dès septembre 2026. Je pourrais n'être contraint qu'en 2027. Voilà ce que ça exige dans la mention qui est donnée à droite. L'idée étant de traduire ça avec des schémas simples. La facture, elle part bien à l'administration et c'est de par un échange annuaire que la plateforme A, vendeur, va communiquer avec la plateforme B, acheteur. Il n'y a pas d'envoi de mail à côté, il n'y a pas de choses comme ça. Tout se passe de plateforme à plateforme après consultation de l'annuaire, comme l'a dit Florent, pour adresser via l'adresse de facturation la bonne plateforme.
Un autre cas qui nous a paru assez sympa, c'est la facture déjà payée par l'acheteur. En fait, c'est finalement quelque chose qu'on peut retrouver assez simplement, c'est-à-dire une facture qui a été acquittée. Pour autant, la facture n'a pas encore été produite. Je prends un cas tout simple. J'avais le cas hier soir sur une avant-vente. Un collaborateur qui a, pourquoi pas, la carte de l'entreprise et qui va payer du bricolage, par exemple, dans le cas tout simple, sans signer, sans citer l'enseigne, qui va payer avec la carte de l'entreprise, donc qui paye la facture. Pour autant, l'enseigne, si elle facture l'entreprise et non pas la personne physique qui vient payer, eh bien, elle devra émettre une facture de type invoicing vers l'entreprise qui est acheteur. Et donc, c'est tout l'enjeu de dire je paye et la facture est émise dans un second temps de la société qui, donc, société de bricolage, vers la société qui est donc l'artisan qui va mettre en place, je sais pas moi, des boulons, des vis, de la tuyauterie. Voilà. Un cas concret qui peut arriver, je pense, assez fréquemment de dire je paye et pour autant la facture sera émise après. Et là, bah, pour le coup, il y a des mentions obligatoires à préciser sur ces factures-là, avec toujours des champs BT, BG, Extended, c'est à peu près les 3 formalismes qu'on retrouve dans la norme française, et qui vont être à renseigner dans le cas où je suis typiquement la société de bricolage qui va devoir facturer l'artisan qui est venu payer avec sa carte bancaire au comptoir. Voilà. Je précise, mais c'est un peu ça l'idée. Exactement. On espère que c'est clair. Je ne sais pas s'il y a des questions au fur et à mesure où on passe dans les différents cas d'usage. Cas d'usage numéro 3, facture à payer par un tiers. Donc là, cette fois-ci, on est plutôt dans je facture donc un client. Donc j'envoie ma facture toujours au format e-invoicing dématérialisé vers la plateforme agréée de mon client qui donc est acheteur. Pour autant, c'est pas ce client-là qui va payer la facture. Et ça, on le retrouve également beaucoup. Et pour faire ça, il va falloir d'une, stipuler dans votre facture électronique que c'est un tiers différent qui doit payer. Et puis, c'est comment je transmets en fait la facture de ce tiers acheteur vers la personne qui va devoir payer. Et donc, c'est là où les plateformes agréées avec des services complémentaires vont prendre vraiment le relais. Si vous avez une plateforme agréée, ce qu'on appelle conformité, en fait, on met à disposition la facture sur la plateforme et puis après, on dit au client, vous prenez vous la téléchargeur local, vous faites un mail à votre payeur et puis vous lui envoyez et puis il paiera la facture. Ce qui est techniquement possible. Néanmoins, c'est des manipulations. Là, l'idée, nous, côté DocuWare, on se propose d'aller automatiser les choses et de dire, OK, quand il y a un tiers payeur de stipuler dans la facture électronique, eh bien, le service achat qui reçoit la facture va pouvoir traiter la facture et valider le fait qu'elle devra être payée, comme on fait classiquement dans toutes les entreprises. Pour autant, dès qu'il y a cette action-là qui est faite, notre moteur de workflow envoie en automatique la facture au tiers payeur qui lui-même va recevoir une tâche d'effectuer le paiement auprès du vendeur. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de matérialiser ici dans le schéma en disant, voilà comment se passe le cycle. Donc, j'émets la facture, elle est reçue côté achat, il y a un cycle de traitement, de validation de l'exhaustivité de la facture. Et si c'est bon, à ce moment-là, automatiquement, nous, on est en capacité très simplement d'émettre à ce moment-là une nouvelle tâche vers le tiers payeur pour qu'il puisse mener son action de paiement. Et là, d'où l'importance du système effectivement de workflow pour intégrer ce tiers en termes de notification, de confirmation d'action. C'est l'enjeu effectivement des entreprises étendues en termes de stratégie qu'on pousse avec DocuWare. Parce que dans cette réforme, essayons de rester en électronique et sur un flux tracé, ça permet de faciliter les échanges. Exactement, on a des clients, des irréductibles qui nous disent non, moi je continuerai d'imprimer ma facture. L'État ne vous interdit pas ça. Encore une fois, si on reste d'un point de vue pratico-pratique, vous pourrez depuis votre plateforme avec service élémentaire, on va l'appeler comme ça, vos factures arriveront, vous pourrez faire fichier imprimé, continuer à les envoyer dans votre parapheur en papier dans votre entreprise et en bout de chaîne, venir vous reconnecter à la plateforme pour mettre à jour les statuts. C'est techniquement possible. Simplement, chacun voit quel est l'objectif qu'il veut fixer dans la réforme, et ça, c'est propre à chaque entreprise. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement des services à valeur ajoutée, en plus de cette conformité qu'on peut proposer aussi, on y reviendra. Mais l'idée, c'est vraiment de tirer parti de cette obligation réglementaire pour optimiser mes process d'entreprise, donc gagner du temps.
Un autre cas d'usage, le cas numéro 8, c'est la facture à payer à un tiers. Donc typiquement, c'est la facturage, hein, c'est le cas le plus… Alors il y en a des sous-cas, on n'est pas rentré dedans aujourd'hui, mais le cas le plus fréquent qu'on va retrouver en fait dans ce schéma-là, c'est vraiment le cas du factor. Et donc là, cette fois-ci, vous l'avez compris dans le schéma, on est toujours la société vendeur qui va donc émettre une facture vers son client en passant par l'annuaire. Et donc, c'est finalement là aussi la capacité de la plateforme agréée du client de pouvoir adresser soit en flux parallèle directement au factor la facture. Puisque là, le factor peut également avoir une mission de validation de la facture, puisque c'est lui qui porte la créance et non, comme le schéma d'avant, le client qui porte la créance et qui lui délègue simplement l'action de paiement auprès du tiers payeur. Là, il y a vraiment une notion légale de porter la créance et c'est pour ça qu'on fait un flux parallèle vers le factor pour que il puisse lui aussi en interne valider, on va dire, l'exhaustivité de ce qui est sur la facture et donc le bon paiement qui sera effectué derrière. On le voit, hein, ici, il y a des mentions obligatoires. À chaque fois, on a remis en rouge à la fois la date d'exigibilité par le PPF et les mentions qui seraient obligatoires à porter. Et puis, on va essayer d'être assez clair sur les types de champs qui sont à renseigner dans votre format facture électronique pour vous donner un peu d'informations sur comment je prépare dès maintenant mes bases de données. Encore une fois, hein, on insiste beaucoup, mais malheureusement, même si on approche de Noël, chez DocuWare et comme chez les autres, on n'aura pas de baguette magique, on n'inventera pas les données. Ça sera quand même à vous de nous les fournir. Et donc après, on pourra effectivement vérifier l'exhaustivité, la conformité de ces données afin de pouvoir les exploiter et les envoyer à votre client. Et donc, je rajoute pour répondre à deux questions qui étaient pertinentes, c'était les BG10, les FRFE BG02, ce sont effectivement des dénominations techniques qui sont dans les spécifications de la DGFiP et de l'AFNOR. Il y a des documents références qui sont importants à avoir, notamment sur le contenu du flux de facturation. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est que si vous êtes soumis au cas numéro 8, il faut s'assurer que dans votre flux de facturation, il y ait ces éléments d'information qui sont du coup obligatoires dans votre flux de facture. Premier point. Et ces dénominations techniques ne sont pas liées à DocuWare. Alors nous, dans les armoires de conformité qu'on met en place, on les a nommées pour une plus grande simplicité par rapport aux tables de correspondance sur le flux de votre facture et de pouvoir le mettre en base de données, entre guillemets. Donc ça, on l'a repris, mais c'est bien des termes de l'AFNOR, de cette réforme. Et c'est une obligation, quand vous êtes dans le cas numéro 8, de bien avoir ça dans le flux de facture parce qu'une PA comme DocuWare, en fonction effectivement du cas d'usage, va regarder si ces champs sont bien présents et si un champ est manquant, il y aura des rejets. C'est des choses qui vont se mettre en place progressivement sur la manière et la méthode, mais ça sera des points de contrôle. Vous voyez ça comme le tableau Excel, hein, le schéma indiqué par Florent tout à l'heure. Hein, c'est effectivement une bonne vision simplifiée de ça. C'est une facture électronique demain. C'est un Excel avec plusieurs colonnes et chaque colonne porte une dénomination technique BT, BG ou Extended. Et il faudra remplir la bonne colonne au bon endroit avec la bonne information pour que cette facture électronique puisse être adressée au bon tiers. Cas numéro 11, et on va après décortiquer des cas un peu plus complexes. On verra en démonstration notamment ces exemples-là. Hein. C'est une société qui gérerait en fait les factures pour une entreprise. En fait, là, on est vraiment dans le cas typique où la facture, elle est adressée à un tiers qui est différent de l'acheteur. Donc là, on va pouvoir faire… Alors on a simplifié le schéma volontairement parce qu'on va vous le montrer après en cas concret de démo. Mais l'idée ici, c'est, comme vous l'avez compris, de par le moteur de workflow, de pouvoir adresser autant de tiers que l'on a besoin, qui sont partie prenante de la validation ou du paiement de la facture, directement dans l'adressage. Donc on est toujours sur une facture qui part d'un vendeur, qui transite de par l'annuaire pour regarder à quelle plateforme je dois adresser la facture. Et derrière, quand elle est reçue, parce que je sais dans les champs formalisés que c'est une facture qui est dans ce cas d'usage-là, que je vais pouvoir adresser, ventiler les différentes tâches auprès des différentes parties prenantes. Donc là, on est vraiment sur des choses qui peuvent être adressées, d'ailleurs, avec, comme on le voit ici, hein, la facture est libellée au nom de l'acheteur assujetti,
mais les opérations peuvent être adressées à un tiers. Donc voilà, on peut tout à fait avoir des cas qui sont un peu plus complexes, et on va le voir d'ailleurs juste après avec le cas 13-14, où là déjà on rentre dans des choses dans le bâtiment qui sont très connues. Le cas de la sous-traitance, il y a également la co-traitance qui peut être traitée, mais là on l'a volontairement simplifié en disant ok, je suis sous-traitant. Comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, sous-traitant, donc tout à gauche, il va devoir émettre, ou en tout cas pouvoir émettre une facture uniquement du montant de sa sous-traitance vers son client. Mais ce client-là, en fait, c'est lui-même qui porte le projet auprès de son acheteur. Donc, typiquement, une entreprise qui gère la construction d'un bâtiment va faire appel à plein de sous-traitants pour les différents corps d'État pour la construction du bâtiment. Mais pour autant, c'est cette entreprise-là en charge de construire le bâtiment, elle va agréger toutes ces factures de sous-traitance pour derrière envoyer peut-être une facture globale de prestation auprès soit de l'État, soit d'une entreprise privée, acheteur du bâtiment. Derrière, dans ce cas d'usage-là, vous le voyez, l'acheteur peut également payer directement le sous-traitant. Il y a d'autres cas d'usage où on paye le vendeur, donc la personne qui gère la construction du bâtiment. Mais là, dans ce cas d'usage précis, on paye le sous-traitant, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme le sous-traitant, finalement, il reçoit trop d'argent, puisque lui, il reçoit finalement la totalité, il va envoyer une quatrième facture, une facture de compensation, pour pouvoir que la personne qui porte la construction du bâtiment puisse retrouver l'ensemble de ses deniers par rapport à ça. Donc ça, c'est un cas d'usage qui peut exister, 13-14, qui décliner. Et si vous êtes dans cette notion-là, avec des notions d'autoliquidation, on le voit dans le petit encart à droite où la facture ici de sous-traitant peut porter la mention d'autoliquidation, qui sont des choses qu'on retrouve beaucoup dans le bâtiment aussi, on vous invite à regarder précisément là aussi comment vous allez gérer ces différents circuits-là, parce que vous l'aurez compris, là on s'adresse déjà à des choses où si on a une plateforme agréée qui me propose simplement une interface de visualisation des factures sans le workflow ou les workflows associés, ça va être un petit peu plus compliqué de gérer l'automatisation. Là aussi, si j'ai 3 factures par mois à traiter, dans l'absolu, c'est pas très grave. Par contre, si j'en ai 300 ou 3000, on n'est plus tout à fait dans le même ordre d'échelle, et donc là, dans le temps à passer par mes équipes. Cas numéro 17, également, qui revient souvent sur la table, c'est la marketplace. C'est finalement la facture payée à un tiers par l'intermédiaire d'une marketplace. Là, typiquement, je suis l'acheteur qui va faire l'action d'achat sur une des marketplaces internationales, pourquoi pas commençant par un A, je n'irai pas plus loin. Et donc, l'entreprise à qui j'achète le téléphone, prenons, on est en fin d'année, pour le compte de mon entreprise, elle est référencée sur cette marketplace-là. J'achète bien je paye, j'achète le téléphone. Et bien, l'entreprise qui vend va devoir émettre une facturation électronique vers l'entreprise qui achète. On est toujours dans le cas d'un assujetti de chaque côté en France. Et donc, à la TVA. Et donc, du coup, l'entreprise qui est référencée sur la marketplace devra également prendre en considération qu'elle va devoir émettre une facture avec les bonnes mentions directement au client qui achète. Pour autant, l'action de paiement, encore une fois, pourra être effectuée en amont de la facturation directement sur la marketplace au moment de l'achat. On est bien sur un déphasage, si je puis dire, entre le moment où je paye et le moment où j'émets la facture, qui est normalement, dans la plupart des entreprises, j'envoie d'abord la facture, on paye après. Là, c'est je paye d'abord et j'émets la facture ensuite avec ce cas d'usage-là. Exactement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a beaucoup de questions, mais on va finir et on va partir sur la démo. D'autres cas d'usage, on arrive quand même à la fin des cas d'usage cibles qu'on avait souhaité vous expliquer, avec toujours notre petit schéma qu'on espère être le plus compréhensible possible. Mais l'idée, c'est un autre cas, c'est la facture d'acompte et qui suit derrière une facture définitive. On a souvent des questions là-dessus. Et bien là, le gros sujet, il n'est pas forcément la transmission de la facture. Vous le voyez, c'est assez simple, c'est toujours un vendeur vers un acheteur. Par contre, il y a des choses importantes à stipuler comme le type de facture. La facture d'acompte est un type de facture à part entière. Donc, il va falloir le stipuler dans un des champs BT3 de la réforme de la facture électronique. Et puis derrière, il y aura des mentions complémentaires apportées sur la facture définitive, comme dans un champ spécifique, quel était le montant de la ou des factures d'acompte déjà versées.
Donc là aussi, c'est des choses qui sont importantes à anticiper quand je suis dans ce modèle-là. Pourquoi? Parce que côté base de données qui vont émettre les factures, donc l'outil de gestion commerciale, le RP ou autre, eh bien, on va devoir prendre en charge ces différentes informations qui aujourd'hui n'apparaissent pas encore une fois sur votre PDF dans la plupart des cas. Très peu reprécise, même si c'est une mention normalement obligatoire, reprécise le montant des factures d'acompte déjà versées. En tout cas, le reprécise de manière formelle. Des fois, c'est un encart commentaire qui est en bas à droite de la facture ou à gauche, et voilà. Donc là, on va devoir le mettre à un endroit précis et avec les bonnes mentions, puisque tout ça sera vérifié pour que votre facture soit conforme. Et le dernier cas, après je vais laisser la main à Florent pour qu'il puisse vous présenter notre modèle et la démonstration qui va aller avec, mais en tout cas le dernier cas théorique, c'est la facture payée avec des escomptes. On a souvent là aussi la question comment je vais faire pour mon escompte, l'État ne connaît pas l'escompte que je m'applique automatiquement parce que j'ai un accord avec mes fournisseurs. Là, typiquement, ce cas-là, alors on est vraiment sur un escompte particulier de livraison de biens ou prestation de services avec option de TVA sur les débits. Le cadre est fixé quand même de manière très précise sur le cas d'usage numéro 22A. Il y en a un 22B qui précise d'autres choses qu'on pourra développer dans d'autres webinars, ou en tout cas si vous venez nous voir. Mais l'idée ici, c'est de dire, en fait, il y a la possibilité d'appliquer des escomptes, mais attention, il va falloir qu'on produise des fois une facture d'avoir à hauteur de l'escompte de compensation. Donc là aussi, il y a des notions qui vont être exigées, vous le voyez, BT21, BT22, BT3, il y a des mentions obligatoires, une exigibilité dès septembre 2026, mais il y a des cadres où dès qu'il y a escompte, derrière, il y aura un avoir à produire et donc un schéma inverse à produire entre l'acheteur et le vendeur, là aussi en électronique, puisque l'avoir étant un type de facture. On ne va pas simplement envoyer par mail les éléments, on va devoir refaire un chemin inverse complémentaire permettant de valoriser l'escompte qui a été appliqué. Parfait, merci beaucoup Albéric. Je pense que c'était le dernier cas. Donc, comme vous pouvez le voir, ces flux de données, le sujet il est dans votre ERP, dans le système de facturation. D'ailleurs, ces schémas, ces recommandations s'appuient sur un éditeur qui est IFS. Donc, vous voyez bien que ces sujets de schémas de données, c'est vraiment porté et on vous encourage sur ces questions, ces problématiques à vous retourner sur vos éditeurs de RP. Maintenant, on va revenir sur l'offre DocuWare, où là, sorti de votre ERP ou avant d'alimenter l'ERP, on va pouvoir apporter effectivement du contrôle, de l'agilité et cette notion de workflow étendu. Alors, ce workflow étendu, je ne passe pas tout de suite à la démo. Donc, on décompose notre offre avec avant tout un pack conformité, où on va pouvoir en fait extraire les données des factures, les contrôler. Donc là, c'est des choses qui sont un peu clés en main, qui permet d'aller vite dans le projet pour être prêt au 1er septembre. Et donc, on a toute la notion de pouvoir aller interroger l'annuaire, gérer la diffusion sur le flux vente de la facture vers le bon destinataire, assurer le stockage des factures en lien avec votre piste d'audit fiable. Et quand j'envoie des factures à mon client en Chine ou aux États-Unis par rapport à mon exemple de tout à l'heure, DocuWare va garder cette donnée et réutiliser cette donnée pour générer un flux de e-reporting qui est en complément des obligations de l'envoi des factures en e-invoicing pour les sociétés assujetties à TVA domiciliées en France. Donc, tout ça, on va avoir effectivement, en lien avec l'APA DocuWare, toute une configuration qui me permet d'activer un périmètre clé en main qu'on va pouvoir avoir dès septembre et on va pouvoir effectivement accompagner les équipes comptables, accompagner les équipes de conformité sur la mise en place de l'APA DocuWare. Après, en fonction effectivement de la profondeur fonctionnelle de votre objectif, c'est de pouvoir aller sur des choses automatisées, donc des packs productivité. Donc là, c'est de s'appuyer notamment sur le workflow DocuWare, mais pas que. Et donc, ce pack-là, il peut être intégré de suite avec le pack conformité ou pas.
il peut être aussi le pack automatisation arrivé dans un deuxième temps. Et ici, ça dépend effectivement quels sont vos objectifs d'amélioration, quels sont le niveau de productivité que vous souhaitez atteindre, et aussi en fonction de votre budget, vos équipes internes, leur disponibilité. Donc, on peut le faire 2 en 1 dès le départ ou le dissocier pour être à l'heure pour les obligations de la réforme. Donc, c'est du tout en un. On va pouvoir effectivement maîtriser cette obligation avec chez DocuWare un modèle économique qui est porté par le nombre de sirènes sur une première offre. On en a d'autres, mais le premier niveau de l'offre, c'est vous allez avoir peut-être 3 entités, 3 sirènes soumises sur la réforme. Et donc, notre système va permettre un traitement illimité du flux entrant et du flux sortant pour la partie invoicing et e-reporting. Donc, on se veut sur une première offre d'être assez simple en termes de modèle économique et de facturation. Après, on a aussi d'autres offres au traitement à la facture. Quand vous allez avoir un nombre de sirènes trop important, on sait moduler les bons opérateurs, les bonnes technos derrière pour apporter le bon modèle économique par rapport à votre configuration. Tu avais détaillé déjà un petit peu cette partie pas de conformité dans l'explication juste avant, mais voilà, j'en ferai pas la démo aujourd'hui, mais on a pas mal d'informations qui sont déjà intégrées dans ce pack conformité que j'ai présenté. Donc là, vous avez un peu le descriptif. Et donc ça permet d'activer un premier périmètre plus facilement sans repartir effectivement de zéro en intégrant les bonnes pratiques de la réforme. On passe à la démonstration? On passe à la démonstration. Alors. On va regarder en parallèle alors, il y a beaucoup de questions. On vous remercie, vous êtes encore très nombreux ce matin connectés. On vous remercie pour votre fidélité. On n'aura clairement pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on reviendra vers vous dans un second temps avec des réponses ciblées. Tac. Il y avait une question sur les types de factures. Donc, effectivement, la facture pro forma, c'est pas une facture d'acompte. C'est une facture provisoire, en tout cas, qui permet éventuellement à un client un fournisseur versus son client de demander si la facture qu'il va envoyer en avance de phase va être bonne. Donc, on est plus sur quelque chose de préliminaire à la réforme de la facture. La facture d'acompte, c'est vraiment une facture en tant que telle, mais je paye une partie de ce que je vais acheter, soit parce que je reçois encore une fois un bâtiment au fur et à mesure, et donc je paye au fur et à mesure un acompte de ça, ou alors j'ai besoin d'un acompte tout de suite à la commande, avant même que je commence les travaux. Je te laisse la main. Ouais, exactement. Donc là, on voulait illustrer le cas d'usage un peu dans le BTP, dans l'immobilier. C'est vrai qu'il y a le donneur d'ordre qui est le client pour exécuter un chantier. Et bien souvent, dans le BTP, il va y avoir un répondant et plusieurs sous-traitants embarqués dans la réponse. Et de ce fait, se pose la question bien souvent dans ces processus-là de la validation du MOE, de l'architecte, avec les certificats de paiement. Certificats de paiement qui ne rentrent pas à travers la plateforme agréée et qui sont donc des processus parallèles. Il est indiqué dans la DGFiP de venir se connecter sur la même PA. Mais nous, aujourd'hui, la manière dont on travaille et on souhaite accompagner effectivement la gestion de ces tiers, comme on le disait, c'est avec le workflow, avec des systèmes de formulaires intelligents. Donc ici, pour rentrer dans la démo, j'ai effectivement une réception de 2 factures qui concernent la société qui porte le contrat avec un sous-traitant. Donc ici, je vais effectivement réutiliser l'intelligence indexing pour récupérer les informations clés et stocker ma facture. Demain, bien entendu, ces éléments de facturation arriveront directement dans l'armoire, seront directement reconnus par le système. On bypassera le système de lecture automatique des documents. Et là, ce qui se passe automatiquement par rapport au référentiel, c'est que le tiers, le maître d'œuvre, va être sollicité par le workflow DocuWare pour venir contrôler les éléments de facture, mais surtout déposer son certificat de paiement
pour pouvoir ensuite passer à l'enregistrement de la facture et aux validations internes qui sont propres aujourd'hui et qui le resteront. Donc là, effectivement, le workflow qui est paramétré, qui devrait s'allumer, c'est que automatiquement, on a reconnu effectivement le programme, le chantier pour lequel ce projet était facturé, et automatiquement, le système va envoyer un mail. Hop, pardon. Je reviens. Les aléas de la démonstration en live. Alors, on retrouve ici effectivement en pièce jointe la facture qui, dans notre cas où on est sur une PA, on peut générer un lisible en PDF qu'on met en copie du mail. Et là, directement, j'accède pour l'architecte à un formulaire pré-renseigné et qui va me permettre effectivement d'adjoindre la confirmation de paiement qui se trouve ici. Voilà, pouvoir rajouter de quelle situation c'est. Donc là, des informations pour le maître d'œuvre qui sont pré-enregistrées dans le formulaire. Quand tout est bon, eh bien, j'envoie effectivement ma situation de travaux avec le certificat de paiement qui va être en fait récupéré par DocuWare, qui va être contrôlé et rapproché avec la facture reçue et qui va permettre effectivement dans le bac, on va voir apparaître la facture de situation avec le certificat de paiement. Alors là, on l'a redécomposé, mais ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les informations liées au libellé sont pré-renseignées et donc ça, le système le permettra encore demain d'aller récupérer dans le certificat de paiement tous les libellés qui sont importants pour traiter correctement la facture. Ça, c'est de la pure compta. Mais derrière chaque libellé, eh bien, en fait, on a un numéro de compte qui va pouvoir nous permettre de pré-saisir, de pré-renseigner les informations pour que cette facture de travaux, elle soit le plus facilement intégrable en compta. Donc là, après, on peut avoir des workflows qui circulent dans l'entreprise, qui doivent être visés par plusieurs personnes au niveau du client, du donneur d'ordre, pour qu'au final, cette facture arrive en comptabilité. Donc, on va avoir un premier visa, on va avoir un deuxième visa. Là, avec le même compte utilisateur, eh bien, ça me permet de simuler différents profils qui doivent valider ma facture. Au niveau des listes, par rapport à mes programmes, je retrouve ici dans mon fichier Excel de suivi l'état d'avancement de chacune de mes factures. Comme je le disais, on est ici sur une tâche de contrôle de facture. C'est le deuxième niveau. Je vais pouvoir apposer une validation. Et la dernière étape, eh bien, c'est une étape de saisie comptable qui va être facilitée parce que, comme je le disais, dans toutes les informations du libellé sur mon certificat de paiement, eh bien, on a pu rapprocher le numéro de compte qui va bien, donc proposer au comptable une saisie comptable largement facilitée avec toutes les informations de numéro de compte et de compte tiers de pré-renseignés, ce qui lui permet de contrôler, d'avoir une reventilation comptable qui est plus fine que uniquement quelques informations, parce que souvent on prend la calculette et on regroupe les dépenses dans un, deux ou trois numéros de compte. Là, on va pouvoir aller vraiment sur une analyse fine et une pré-saisie comptable complète. Et ensuite, c'est des workflows de mon payé assez simples que je retrouve avec des timbres. Je valide, je mets en litige. Et donc, c'est là où ça sera important sur les statuts de la réforme de pouvoir effectivement se recaler avec la remontée d'informations jusqu'au statut de paiement. On voit ici de manière un peu séquencée l'usage du workflow qui me permet dans la réalité de dispatcher ces tâches vers différentes personnes. Très rapide, mais un peu pour illustrer notre vision et la manière dont on va pouvoir traiter effectivement la facture et les workflows qui sont liés à ces factures.
Effectivement, hein, on va pouvoir, pour répondre à des questions au fur et à mesure, intégrer tout ça directement dans votre comptabilité ou dans votre gestion commerciale ou ERP, slash à chaque fois, en fonction de l'endroit de destination, pour pouvoir automatiser les choses. Ce qui est porté d'un point de vue fonctionnel, métier dans DocuWare, pourra bien évidemment être envoyé, et le but c'est d'automatiser les tâches, hein, donc pas de ressaisie, directement dans vos outils actuels. On synchronise les informations. Vous le voyez, on a Exactement. des questions aussi sur les circuits, hein, c'est la capacité de DocuWare à traiter les circuits de validation, à notifier éventuellement même les tiers extérieurs, comme le maître d'œuvre, l'architecte et autres, qui font pas partie de votre société, mais sur lesquels on peut demain ouvrir des comptes spécifiques qui permettront à cette partie extérieure de se connecter et de faire partie intégrante de votre circuit de traitement des factures avec leur compte, leur traçabilité, leur origine, tout ça en étant dans un circuit, un outil complètement automatisé. Je te propose de partager peut-être la fin où on avait fini sur la partie du PPT. On était fini sur la partie du PPT, on était plutôt questions-réponses sur ce qui restait à faire. Il nous reste encore un petit peu de temps. Il y a beaucoup de questions qui apparaissent au fur et à mesure, donc on a du mal à suivre le flux, pour être très honnête. On vous remercie encore une fois pour la connexion et les différents besoins. Alors, il y a beaucoup de questions complémentaires sur des cas d'usage à part, sur les notes de frais et autres, hein. C'est effectivement d'autres cas d'usage. Dans les 42 maintenant, on pourra revenir en détail sur des sessions complémentaires. Alors, je vois un autre cas, c'est est-ce que Docker propose le circuit de bons à payer? Évidemment, tout ça fait partie des circuits de validation qu'on propose en standard, qu'on n'a pas forcément été jusque-là dans la partie démonstration de Florent, mais l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que l'offre de services autour de la plateforme agréée DocuWare n'est pas que la conformité attendue par l'État, c'est également tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on fait depuis plus de 15 ans en France, voire même plus au niveau international, mais c'est le traitement complet du circuit achat-vente dans DocuWare. On peut également parler de documents connexes. La facture, pour la valider, vous avez souvent besoin de pièces justificatives, un PV de réception, un PV de livraison, un BL, une commande. Tout ça sont des documents que l'on peut verser dans DocuWare pour créer un classeur d'achat complet, dématérialisé, et pouvoir traiter à un seul et même endroit la validité de cette facture. Donc des circuits, on peut en faire autant qu'on veut. Et comme on veut. C'est ça la souplesse de notre produit. Si tu vois d'autres questions auxquelles il serait intéressant de répondre. Pour une fois, on était un peu plus rapide que d'habitude. C'est peut-être la fin d'année. On a envie d'aller sous le sapin. Alors oui, c'est vrai que dans ma facture de situation, je suis resté sur quelque chose d'assez simple où il n'y avait pas effectivement de refus. Alors le refus, on peut le porter par un statut dans le formulaire. Après, le recalcul dans le certificat de paiement fait foi. Et donc, lorsqu'on reçoit le certificat de paiement, ça peut permettre effectivement, et c'est le cas aujourd'hui, de pas mal d'allers-retours. Ce qui est évoqué aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des factures brouillons, qu'on puisse échanger et se mettre d'accord, parce que dans le BTP, des allers-retours de factures, c'est incessant. Donc, si on repasse par une PA, même en illimité, ça fait un nombre de transactions et de transitions qui sont vraiment très importantes. Donc, l'important, c'est avant la soumission de la facture, envoyer cette facture en mode brouillon pour que effectivement, il a réutilisé le workflow DocuWare pour mettre le MO dans la boucle, d'avoir une finalisation effectivement de cette facture brouillon et que lorsque le fournisseur repasse par la PA pour déposer sa facture, il y a eu entre guillemets une prévalidation sur cette facture brouillon en amont et qu'en une seule soumission, eh bien, cette facture soit correcte. On sait que voilà, c'est des enjeux dans la réforme dans le monde du BTP, c'est d'éviter d'avoir des annulations comptables en permanence et d'avoir un flux de facturation qui soit le plus juste possible dès le premier passage. Mais on sait que ça va être un enjeu important parce qu'il y a toujours effectivement des points d'amélioration, des choses à corriger sur la facture.
Il y a deux questions intéressantes qui viennent d'arriver. C'est de la détection de fraude et des erreurs dans DocuWare. Ça, effectivement, c'est des choses qu'on sait faire. Après, il faudra voir jusqu'où vous entendez le mot fraude. Mais en tout cas, ce qu'on sait faire en standard et très facilement, c'est lorsqu'une facture arrive, et on le fait déjà aujourd'hui, hein, même en amont de cette facture électronique, c'est une facture fournisseur qui arrive, aller détecter des informations clés sur la facture, comme éventuellement l'IBAN, les informations d'identification du virement qui est fait, et d'aller les comparer à une base de données que vous avez vous, ou qu'on maintient nous, pour vous, et qui permet de dire est-ce que l'information stipulée sur la facture est réellement une information que j'ai en base. Donc à savoir, est-ce que le tiers, je le connais par rapport à son identification de TVA, est-ce que l'IBAN qu'il précise sur sa facture, c'est vraiment l'IBAN que j'ai moi dans ma compta et qui permettra de faire le virement. Et s'il y a des écarts, on met des alertes auprès des utilisateurs. Ce qui va permettre, soit on bloque, soit on met simplement une alerte, et ce qui va permettre de détecter des potentiellement fraudes, voire même des erreurs. Si on parle d'erreurs sur le document, on peut faire également de l'analyse. Est-ce que les montants sont bien bons? Est-ce que le montant total de ma facture est égal au montant total de mon bon de commande? Est-ce que j'ai un contrat actif avec ce fournisseur? Et auquel cas, je n'ai pas de notion de facture à recevoir si je n'ai pas de contrat d'actif avec lui. Tout ça sont des notions qui sont très facilement traitées dans DocuWare en standard, dans notre pack conformité. Les logiciels interfacés, alors ça c'est toujours un vaste débat entre des logiciels, des connecteurs sur étagère présentés par certains et des connexions qui sont faites. Alors nous on a la chance, on va parler de chance, d'avoir une famille d'intégrateurs DocuWare en France très étendue, avec une cinquantaine d'acteurs actifs sur le territoire et qui créent des connecteurs parce que certains ont des compétences dédiées dans des produits, compta, d'ERP et autres. Et donc on s'appuie sur cette compétence, cette expertise, même on va parler, pour dire que finalement on est interfaçable avec n'importe quel outil du marché à partir du moment où cet outil, comme je dis toujours, la porte elle est ouverte. C'est-à-dire qu'on sait prendre la porte, quelle que soit la taille de la porte. Par contre, ce qu'on va s'interdire, c'est d'enfoncer la porte pour aller dialoguer avec l'outil. Donc, on a des connecteurs très établis, très avancés sur des grands standards de RP qui permettent d'aller très loin fonctionnellement. Et puis, on a des connexions toutes simples par fichier d'échange ou par API avec des logiciels peut-être un peu moins répandus ou qui nécessiteraient une connexion un peu plus simple. Pas de limite, c'est ça qu'il faut retenir. Et on peut gérer les doublons, pas de problème, bien entendu. Que ce soit dans l'APA ou en amont. Ça, c'est des choses qu'on sait gérer depuis longtemps dans le workflow de DocuWare. On a 3 minutes d'avance. On peut soit clôturer les débats maintenant, soit répondre encore à quelques questions. Et puis alors, sur la détection des fraudes, oui, DocuWare va être interfacé avec les référentiels fournisseurs et clients, avec les référentiels de réception ou de commande. Donc, le workflow a cette capacité, en fonction des données qui arrivent, de regarder si c'est les mêmes que dans mon référentiel. Quand je suis sur le côté métier, est-ce que j'ai des écarts? Mais pour répondre sur le côté détection de fraude, c'est vrai que vu qu'on va échanger des factures sur lesquelles on va être identifié par rapport à mon sirène, quand je vais signer le bandat, je vais déclarer le responsable légal de l'entreprise. Donc, quand je vais être capable d'envoyer ou de recevoir des factures sur une plateforme, je suis quand même identifié. Et donc, c'est vraiment ça aussi qui va changer, encore plus qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et derrière, sur l'échange des factures, nous, en émission, on apposera automatiquement une signature électronique, parce que c'est pas parce que c'est une facture UBL qu'on ne peut pas modifier des informations. Donc, on va aussi sécuriser le contenu de ma facture. Du coup, ce que j'envoie, ce qui est contrôlé, il y a une authenticité quand il arrive chez mon client. C'est tous ces éléments-là de contrôle des tiers, de contrôle du contenu jusqu'à sa diffusion, où on va renforcer effectivement le système antifraude, mais ça va quand même beaucoup se reporter sur l'APA qui va bien identifier les deux tiers et le contenu de la facture. On vous donne du travail. Effectivement, ce sont vos obligations. On essaye de les présenter au mieux, mais ce sont effectivement vos obligations. Je vois qu'Albéric a un petit sujet effectivement de connexion. Je suis revenu, je disparais, je me reviens, c'est la magie de Noël.
Euh, Est-ce que tu veux prendre une dernière question? Et ben, Alors, sur les est-ce qu'on pièces propose des jointes, audits? Il y avait une question assez intéressante sur les ouais. audits, effectivement, l'accompagnement de service. Alors oui, on peut proposer des accompagnements. On a également des partenaires qui proposent ce type d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra vous réaiguiller. Et sachez qu'on a également des outils un peu innovants qui vous permettent d'être accompagné encore plus efficacement sur des sujets qui peuvent être complexes. Donc n'hésitez pas encore une fois, venir nous voir. Vous écrivez, Annabelle a dû mettre l'adresse mail, hein, marketing.france@docuware. Alors, je pense qu'on l'a d'ailleurs, si on veut la faire afficher, non, on ne l'a pas mise. Ça, c'est pas bien. On l'a pas mis sur les diapos, mais on vous la remettra. Donc, marketing.france@docuware.com. Et c'est par là que vous allez pouvoir, sur notre page internet, venir nous voir et on a évidemment des réponses d'audit, d'accompagnement pour vous aider, vous aiguiller, parce qu'on sait que cette réforme, elle n'est pas facile, pour certains en tout cas, hein, parce que ce n'est pas non plus quelque chose de complexe en soi, mais il faut bien l'appréhender en amont pour pouvoir être efficace dès septembre 2026 et ne pas attendre le dernier moment, parce qu'il y a quand même du travail sur certains sujets. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup de votre temps avec nous. Voilà, contactez-nous et on pourra échanger directement ensemble en fonction de vos projets parce que chacune des questions est, on l'a bien compris, liée à votre contexte et votre projet. Donc, on n'a pas tout traité aujourd'hui, mais contactez-nous. On pourra en discuter en one-to-one ensemble. Merci à tous. Merci encore une fois, merci Florent, à très bientôt, bonne Merci journée. beaucoup, Albéric. Très bonne journée. Au revoir.